Alors, normalement, on va passer en direct. On va vérifier juste que le son vous arrive bien. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires si jamais vous avez des soucis de son. On va attendre que l'image arrive chez vous. Il y a un petit dégage d'une trentaine de secondes. J'ai l'impression que c'est pas mal. Ça a l'air d'être OK. C'est parti pour ce deuxième live Facebook. Ce soir, trois invités. Lucie Gaucher, présidente de la Vendéenne, qui termine sa deuxième année. Jean-Philippe Brison, donc du club de la Vendéenne, responsable sportif de l'équipe élite, puis ancien joueur de la Vendéenne et de Noisy-le-Grand. Et on ne le présente plus, hein, connu sur la France entière et sur la planète Rink maintenant, hein, Carlo Di Benedetto, du Grand FC Porto. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Bon. Ça va. Ah ouais. Pour des raisons techniques, on est limité à 40 minutes sur la plateforme que j'utilise, donc il y aura une petite pause de quelques minutes. Il n'y aura pas besoin de vous déconnecter. Normalement, vous restez sur la page Facebook et toute la transition se fera toute seule. Si jamais il y a un petit problème de connexion comme on a eu la dernière fois, restez en place. Ça reviendra, j'espère, très, très rapidement. Première question, honneur aux dames, j'ai envie de dire. Lucie, donc présidente de la Vendéenne, confinée, le métier le travail de présidente est un petit peu spécial, j'imagine, pendant ces temps-là. Comment on s'occupe? Alors, comment on s'occupe quand on est président de la Vendéenne en confinement? On s'occupe beaucoup en fait, hein. Je pense qu'il y a eu peut-être quelques jours de trou là au départ parce que la décision du confinement a été brutale, donc on a un petit peu accusé le coup. Et puis très vite, il a fallu commencer à réfléchir, à repenser un petit peu nos activités. Donc là, c'est pas que la présidente, hein, c'est évidemment tout le comité directeur, tous les bénévoles qui se sont mis en action et puis tous les entraîneurs. On a trois gros axes en fait qui sont très actifs aujourd'hui et depuis le départ. C'est d'abord le pôle formation avec l'objectif de garder du lien avec les licenciés parce que on se voit plus et comment on fait pour garder le lien quand on se voit plus? Donc, on a mis en place pas mal de choses. On a fait des petits défis vidéo. La section artistique en a fait un. La section Rink en a fait un. Ça a très bien marché dans les deux cas. Je pense que, Nico, tu maîtrises le sujet. Ouais, et puis, on a aussi... on a aussi des tutos techniques là, qui vont arriver pour les enfants plutôt Rink. Donc, on en a pas mal dans le panier. Donc, je pense que ça va être sympa pour les petits, puis aussi pour les plus grands, de faire ces petits exercices pratiques. On est en train de mettre en place des visioconférences avec les équipes. Donc ça, c'est chouette parce que les enfants peuvent parler à leurs entraîneurs, ils peuvent parler aussi à leurs dirigeants, ils peuvent se parler entre eux, donc ils échangent sur la situation. C'est très sympa. On a commencé cette semaine, on va en refaire encore la semaine prochaine. Donc c'est très chouette. Ça, c'est une très très bonne idée qu'ont eu le pôle formation. Et puis on a aussi une grosse activité de réflexion. Parce que cette situation, évidemment, on espère, va s'arrêter. On va pouvoir recommencer à faire des entraînements, probablement avant la fin juin. Donc, grosse réflexion et gros travail là, du pôle formation sur les conditions, les moyens à mettre en œuvre pour reprendre les entraînements tout en respectant évidemment les protocoles de sécurité sanitaire qui nous sont transmis, qui vont nous être transmis par les collectivités. Alors, je pense à la ville de La Roche-sur-Yon notamment. Ok, bon, on reviendra un petit peu sur la vie du club et puis comment les gérer dans cette période un petit peu exceptionnelle pour tout le monde. Jean-Philippe, toi qui t'occupes de l'équipe élite, alors souvent sur ces fins de saison un peu plus particulièrement pour les phases de recrutement, on va dire, on en parlera hein, dans la deuxième partie de cette émission. Les téléphones ont sonné entre guillemets un petit peu plus tôt, il a fallu valider avec l'ensemble des joueurs aussi ce qu'ils avaient prévu pour l'année prochaine, puis garder le contact aussi avec toutes ces équipes qui s'est retrouvées du jour au lendemain seules ou bien en famille dans des appartements ou maisons. La première chose, c'est de garder le contact avec l'équipe. Alors ça, c'est plus
le staff qui le fait directement avec les joueurs, avec toute l'équipe. Et puis nous derrière, effectivement, alors bon, il y a le confinement, mais une saison, on commence déjà à la préparer en février-mars, selon les besoins de l'équipe et les besoins du staff. Donc bon, bah effectivement, quand on a appris que de toute façon le championnat allait pas reprendre, effectivement, on a pris un petit peu les devants, puis on a réfléchi aussi à comment on pouvait améliorer l'équipe, sachant que l'année prochaine, bah, on pourra y revenir, mais on va aussi faire la Ligue des Champions, donc c'est aussi 6 matchs en plus dans la saison. Donc il nous fallait une équipe aussi compétitive que cette année. Donc bon, bah c'est de l'échange. Je sais pas si on en reparlera un petit peu après, mais oui, on a beaucoup échangé avec le staff, Lucas, Julien, Gaëtan, Baptiste aussi en tant que vice-président hockey, puis forcément autour de Lucine, notre présidente. Donc on échange sur différents joueurs, sur ce qu'on a envie de mettre en place. Après voilà, toutes les bonnes idées sont bonnes. Ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est assez collégial, donc on échange entre nous les bonnes, les mauvaises idées, puis bah on essaye de toujours avoir la meilleure équipe pour la saison prochaine, sachant que l'idée c'est de quand même garder une structure d'équipe et c'est de toujours améliorer notre équipe élite tout en pensant aussi à la formation. Et puis ça, Lucie pourra aussi en reparler tout à l'heure, parce que il y a les joueurs français, les joueurs étrangers aussi, et bien évidemment les joueurs du club. Bon, et toi, Carlo, ce confinement, je crois que tu es resté au Portugal. Ouais. Tu vis où, avec qui, on veut tous savoir comment ça se passe. Je vis tout seul, hein, mais ouais, je suis à Porto, là, Et écoute, on fait ce qu'on peut pour passer le temps à la maison bon. possible. Le championnat s'est aussi arrêté brutalement pour le championnat portugais. Comment tu gardes contact avec ton équipe, avec ton staff, et puis comment tu gardes la forme? Comment tu t'entraînes, quoi? Dis-nous un petit peu. Déjà avec l'équipe, toutes les semaines, on fait une fois par semaine, juste nous entre joueurs, on fait une réunion, en visio, juste entre nous, juste pour discuter, pour du bien, j'imagine, ouais. Parce que voilà, nous on a l'habitude d'être tous les jours ensemble, de se voir tous les jours, et du jour au lendemain de plus du tout se voir. Donc au moins on garde le contact, ça fait plaisir. Et ensuite avec le staff, tout ça, tous les samedis aussi on a une réunion. C'est pareil, c'est pas forcément pour des trucs, pour parler tactique, technique, c'est juste pour se voir, pour discuter un peu, et ça, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Ouais, ok. Et après, rien, au niveau de la forme, on continue de s'entraîner le matin et l'après-midi, on fait du sport, on essaie de faire du hockey dans le garage. Ouais, c'est ce qu'on a vu, des vidéos que tu as publiées sur Insta notamment. On a ton coéquipier Gonzalo Alves là qui en met pas mal aussi. On s'adapte. On s'adapte et je pense qu'on essaie d'être créatif parce que sinon après on s'ennuie parce qu'on est tout seul, donc on s'ennuie vite. Ouais. Donc, je pense qu'on essaie tous d'être un peu créatifs, de faire des choses un peu nouvelles pour pas s'ennuyer. Bien sûr. Avant de parler du club où tu es, là, le grand FC Porto, on va revenir un petit peu en arrière et repartir à ton club initial, Noisy-le-Grand. Et j'ai envie de poser la question à Jean-Phi, parce que il a fait partie de Noisy à cette époque-là. Alors, on va parler plus particulièrement de Carlo qui est avec nous ce soir, mais les frangins Di Benedetto, déjà, entre guillemets, des pépites, des joueurs qui sortaient du lot à Noisy. Comment tu les voyais là, à cette époque-là? Ouais, mais effectivement, on a reparlé cette semaine au téléphone avec Carlo. Je crois que ça fait 16 ans que je le connais maintenant. Donc, je l'ai connu tout jeune, tout petit, mais c'était forcément une équipe, hein, parce qu'ils sont tous potes et ils se connaissent bien, qui était forcément très, très forte. Avec ces deux frangins, puis je pense aussi à d'autres joueurs, Fabien Baringo qui joue à Saint-Omer, Anthony D'Acosta qui est revenu à Noisy, il y avait Kevin aussi dans les buts qui est passé par le Portugal. Enfin, c'était vraiment une grosse génération. Ils ont gagné, ils ont tout gagné, hein, dans toutes les catégories. Donc oui, je les ai connus petits. Après, de là à dire que Carlo allait être à Porto aujourd'hui, et puis aussi de gagner des titres avec la Vendéenne, ça forcément je le savais pas. Mais bon, après, comme moi je jouais en élite à Noisy, Gianni était bien présent, hein, parce qu'il était aussi le dirigeant élite. Donc
les petits gamins, les 3 petits, on les voyait tout le temps à la salle. Donc ouais, c'est beau de le voir dans un des plus gros clubs du monde aujourd'hui. Et puis moi, ce que j'apprécie aussi, c'est son parcours et d'être passé par la Vendéenne. Il a aussi tout gagné en tant que joueur N1, puis aussi quelques titres avec les U20 à la Vendéenne. Donc non, moi je suis hyper content de le voir où il est aujourd'hui en parlant de Carlo, mais aussi pour les jumeaux. Hein, ils sont en train de faire un très beau parcours, et puis peut-être sur les traces aussi de Carlo, parce que pour l'instant, voilà, ils sont à lycéo comme Carlo a été. Donc non, c'était vraiment bien de les voir là aujourd'hui. Hein. On retrace un peu ton parcours. Donc, formation à Noisy-le-Grand. Tu pars à 16 ans ou 17 ans, si je ne dis pas de bêtises, à Mérignac avec les Frangins, qui ne jouent pas encore en équipe senior parce qu'ils n'avaient pas l'âge. Une année donc à Mérignac. Et puis après, tu poses tes valises avec toute la famille Carlo en Vendée. J'ai retrouvé une petite photo de l'époque. Je ne sais pas si tu te souviens de ça. Je vais la montrer en même temps. Alors attends, tac, hop, voilà. Je ne sais pas si tu te souviens de cette petite ce reportage avec TV Vendée, hein, la télé locale vendéenne. Il s'est passé quoi? C'était le 25 septembre 2014 que ça a été publié. Donc ça fait à peine 6 ans. Si tu fais un petit retour en arrière là, sur ces années qui sont passées très vite et cette progression, tu fais un bilan. C'est quoi ton constat, ton bilan? Comment tu as évolué aussi vite? Je pense premièrement parce que j'étais entouré de joueurs et de staff. J'étais surtout entouré de personnes qui m'ont fait progresser. Et je pense que la Vendéenne y est pour beaucoup aussi, puisque quand je suis arrivé à La Roche, j'ai côtoyé des joueurs qui avaient une très très grosse expérience, que ce soit Borja Edouk, C'est l'époque de Borja Edouk, mais aussi des joueurs qui avaient une expérience en équipe de France dans le championnat français, comme Bat, Mathieu, Benoît, Gaëtan, Nicole, des gars qui avaient une grosse expérience et ils nous ont toujours très bien accueillis, toujours très bien. Ils étaient toujours heureux d'être avec nous, et je pense que ça m'a en tout cas beaucoup aidé à progresser dans ce sens-là. Lucie, la génération, la famille Di Benedetto a marqué la Vendéenne par son passage. Tu n'étais pas encore présidente à l'époque, mais bon, tu étais quand même très liée au club. Est-ce que tu penses qu'ils ont aussi marqué le rink hockey français plus globalement et fait avancer notre sport? Oui, alors tu as raison de dire la famille Di Benedetto, parce qu'en fait, pour nous, effectivement, il y a les garçons, mais il y a aussi Ornella, il y a Mercedes et Gianni qui sont très très présents au club et qui continuent à œuvrer pour le club, et c'est vraiment chouette. Hein. Ils apportent la bonne humeur, le boulot, voilà. Pour revenir au rink français, on va passer sur tout ce qu'ils ont apporté au club, hein, les garçons, mais pour revenir au rink français, je pense qu'ils ouvrent un peu la voie, en fait. Ils ouvrent la voie et ils montrent aux jeunes Français que c'est tout à fait possible de faire un super parcours en France, et surtout de s'exporter à l'étranger, qui sont quand même les pays phares du rink, comme l'Espagne ou le Portugal, pour le cas des trois frères. Donc après, il ne faut pas oublier, je pense que Carlo, tu vas pouvoir le confirmer, que ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de rigueur. Mais c'est vrai que pour les enfants, d'avoir 3 joueurs de rink, et on en connaît d'autres qui étaient passés avant, et puis d'autres encore après, mais ils sont tellement talentueux que leur passage reste pour tous les enfants un modèle, je pense. Ok. Carlo, tu vas pouvoir rebondir, mais tu joues aujourd'hui dans l'un des meilleurs clubs du monde, hein, on peut le dire. Tu côtoies dans ton équipe les meilleurs joueurs, tu joues contre les meilleurs. Alors, prendre la grosse tête, non, je pense pas, parce que tu as une famille, et je connais notamment ta maman qui te ferait très vite redescendre sur terre. Mais justement, comment on garde les pieds sur terre, et puis qu'on n'oublie pas d'où on vient, entre guillemets, aujourd'hui? C'est facile à gérer pour toi? Je pense déjà que, je pense qu'au final, il y a un moment où on se rend compte qu'au final, c'est du hockey, et que, on peut pas se prendre non plus pour n'importe qui, parce que on l'est pas.
Mais ouais, comme tu l'as très bien dit, ma famille toujours là pour me remettre les pieds sur terre si ça dérape un peu. Mais bon, on est aussi toujours en contact avec les amis d'enfance, les gens avec qui on a toujours été. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au final, je reste la même personne. Et peu importe, en fait, c'est que je sois à Noisy, Mérignac, La Roche, ou que je sois maintenant à Porto, je pense qu'au final, c'est toujours la même personne qui va de club en club. Bon. On va parler du FC Porto un petit peu. Bon, un club, tu vas peut-être nous réexpliquer un petit peu, mais c'est un club omnisport. Il y a le rink hockey, il y a le basket, il y a le hand, il y a le foot. Tu joues avec les meilleurs joueurs aujourd'hui du monde. Enfin, en tout cas, Porto a cette prétention de faire la meilleure équipe. Ton quotidien aujourd'hui, enfin ta vie au Portugal et ce que représente le rink hockey au Portugal, est-ce que tu es capable de nous l'expliquer? Puis je crois que tu as une anecdote par rapport à ça. On te reconnaît en plus. Tu arrives à sortir, tu peux faire tes magasins. Explique-nous un petit peu, c'est quoi, ça représente quoi le rink hockey là-bas? Déjà ici, le rink hockey, c'est, je pense, le troisième sport national. Donc déjà, c'est un sport qui est très suivi, très connu, que historiquement les Portugais ont toujours adoré. Donc forcément, ça passe dans les télévisions, ça passe dans les journaux. Quasiment tous les jours, tous les 2 jours, il y a des infos dans les journaux papier sur le hockey. Et donc ouais, c'est très suivi, et même dans les salles, c'est toujours plein, il y a toujours du monde. Ouais. Et forcément après ça se ressent à l'extérieur. Comme tu disais, ouais, j'ai une petite anecdote là-dessus. Moi, quand je suis arrivé ici, l'entraîneur m'a dit que qu'il fallait faire attention parce que on finirait au bout de 1 ou 2 mois dans la rue par me reconnaître et tout ça. Et moi, j'y croyais pas trop parce que c'est que du hockey au final. Mais un jour, j'étais simplement en train de faire mes courses à Zara, en train d'essayer mes affaires, et au moment de repartir, il y a un groupe de gars qui étaient plus vieux que moi d'ailleurs, et qui sont, il y en a un d'eux qui est venu vers moi pour me demander une photo, et moi j'étais là avec mes sacs de Zara, et enfin ça me paraissait tellement improbable que des gens plus vieux que moi viennent de demander une photo en plein milieu d'un centre commercial. Mais bon, c'est un peu la réalité ici, même si on n'est pas des joueurs de foot non plus, Ouais. mais on sait qu'on se balade dans la rue, les gens, certaines personnes savent qui on est. Quand on voit dans leur regard qu'ils savent qui on est. Ok. Le rythme d'hockeyeur professionnel au niveau du sport, bon, vous jouez quasiment tous les week-ends et en semaine aussi. Il y a la Coupe d'Espagne, la Super Coupe, la Ligue des Champions, le championnat, etc. Puis j'oublie peut-être encore des compétitions. C'est combien d'entraînements par semaine sur les patins, en salle de sport? Parle-moi un petit peu de ça et puis des équipements. Enfin, j'imagine que s'entraîner à Lange-Lumière et puis dans la salle du FC Porto, il y a quelques petites différences. Ouais, déjà Porto, c'est un club de foot. Enfin, il y a le club de foot et le club. Ensuite, il y a les sections de hand, basket et de hockey qui s'entraînent dans la même salle, et les équipements qui sont mis à disposition, c'est des équipements vraiment de pro, et n'importe quel club professionnel de football a ce type d'équipement, même si parfois c'est plus poussé, mais il y a une salle de musculation dans la salle même exclusivement pour les athlètes. Il y a une salle que pour les kinés, donc c'est une grande salle avec plusieurs tapis de massage et tout ça, donc pour les kinés. Il y a aussi une salle avec des bains chauds, bains froids pour la récupération. Donc ouais, il y a vraiment tout qui est mis à disposition ici pour qu'on s'entraîne bien, et pour qu'on s'entraîne pour qu'on s'améliore. Après, au niveau des heures d'entraînement, Ouais. au niveau des patins, c'est tous les jours 2 heures. Enfin, tous les jours, on a entraînement au milieu de l'après-midi. Après, parfois, on a musculation le matin. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est une chose que nous a dit l'entraîneur, et c'est réel. Maintenant, le hockey, le sport qu'on fait maintenant, nous, en tant que professionnels, c'est plus venir 2 heures s'entraîner et repartir juste après l'entraînement. C'est vraiment quasiment du 24/24. On arrive 1h30, 2 heures avant l'entraînement, voire 3, voire on peut venir le matin faire de la muscu. L'entraînement, il se termine et on reste 2-3 heures en plus avec le kiné, ou à s'étirer ou à faire des exercices spécifiques.
Ouais. Donc voilà, donc c'est vraiment pas 2 heures exactes. C'est vraiment, ça s'étale sur la journée et je pense que c'est ce qui fait que on progresse aussi vite et qu'on puisse jouer à ce niveau-là ici. Jean-Philippe, si on doit comparer rapidement avec une équipe élite alors, qui a perdu ses statuts du haut niveau, mais bon, c'est quasiment pas comparable, même si le rink hockey du haut niveau, je suis persuadé que ça reste toujours du haut niveau, et puis on le voit d'ailleurs avec les résultats et les progrès des équipes françaises en Coupe d'Europe, Ligue des Champions, etc. À titre de comparaison, les gars, ils s'entraînent combien de fois pour la Vendéenne et comment Enfin, déjà, on demande aux joueurs d'être des joueurs de haut niveau, mais tout en ayant une activité à côté. Et c'est ça qui est la grande différence, parce qu'aujourd'hui, nos joueurs ont, on va dire, à peu près, en termes de hockey, c'est à peu près pareil. Hein. On s'entraîne 2 heures quotidiennement, pratiquement tous les soirs de la semaine. Alors bon, avec une séance physique plutôt crossfit ou autre en milieu de semaine, mais ce qu'on demande aux joueurs, c'est l'identique. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ils sont considérés joueurs de haut niveau, mais ils ont tous un travail ou des études à côté, et c'est ça qui est la grande différence, c'est que nous, on a une grande partie de l'équipe qui se réveille le matin pour aller au boulot pour une journée de travail et qui vont s'entraîner le soir. Et c'est ce qu'on essaye aussi de mettre en place et de voir comment on peut faire pour avoir des joueurs qui soient performants au hockey, mais qui aient aussi une vie sociale à côté. Et ça, Lucie, elle pourra le confirmer. Mais tous nos joueurs qui viennent aujourd'hui au club, et ça, c'est très important pour nous, ils viennent pour un projet de club, mais surtout un projet de vie. Donc, il n'y a pas un joueur aujourd'hui qui vient, qui ne va pas avoir un travail. Alors, on a besoin d'éducateurs au club. Certes, il y en a qui travaillent dans le domaine sportif, qui travaille au club et qui joue aussi au club. Mais tout joueur qui vient aujourd'hui à la Vendéenne ne vient pas que pour jouer au hockey. Ils viennent aussi pour un travail ou des études. Et c'est toute la différence avec un joueur comme Carlo aujourd'hui, parce qu'on le sait très bien, et dans n'importe quel sport aujourd'hui. Mais pour être sportif de haut niveau, c'est très dur aujourd'hui. On le voit, de faire des études ou de travailler à côté, parce que on peut pas tout faire. Donc là est la grande différence, et j'ai envie de dire, c'est d'autant plus dur pour un club comme la Vendéenne ou un club français, parce que on leur demande à nous, aux joueurs, d'être des sportifs de haut niveau, et à côté, le staff le sait aussi. Ils ont une journée de travail ou autre, donc ça fait des semaines, des mois et une saison qui sont hyper denses, parce qu'on va le voir l'année prochaine entre le championnat, Coupe de France, Coupe d'Europe. Ça fait beaucoup de déplacements, donc un agenda qui est hyper serré. Carlo, un petit état des lieux là un petit bilan de ta première saison à Porto. Vous êtes, alors le championnat est pour le moment arrêté. On ne sait pas exactement comment ça va reprendre ou pas. On devrait avoir des nouvelles, j'imagine, dans les semaines qui arrivent ou les jours qui arrivent. Quatrième, des matchs, quatrième, c'est bien dans le championnat du Portugal, mais quand on a FC Porto, on vise toujours en haut, évidemment. Irrégulier. Enfin, moi, j'ai vu quelques matchs. Vous allez faire des super perfs contre certaines équipes, et puis là où on l'attend pas, vous perdez à l'extérieur. L'autre jour, j'ai vu ça largement en plus. Puis à côté de ça, vous mettez une tôle au Sporting quelques semaines après. Ton bilan déjà, ton intégration dans cette équipe-là, et puis sur la 4e place du FC Porto. Au niveau personnel, je pense que mon intégration elle a été très très bonne, parce que les gens ici sont vraiment impliqués dans le fait que les nouveaux s'intègrent bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux. Et c'est vraiment un truc que j'ai ressenti ici, qu'au bout de 2-3 semaines, la relation avec les joueurs, c'était comme si ça faisait des années que j'étais au club, et il y avait vraiment une relation de confiance, ça rigolait comme si ça faisait vraiment des années qu'on était ensemble, et je pense que ça a beaucoup aidé. Après, il faut savoir que comme tout arrivé dans un nouveau club, au début c'est tout beau, tout joli parce que tout est nouveau, mais après une fois qu'on s'habitue un peu à tout ça, une fois qu'on a pris le rythme, ça redescend un peu, et je pense que c'est ce qui m'est arrivé un peu en novembre-décembre, où j'ai à niveau personnel, en tout cas, les performances ont diminué un peu, mais
voilà, c'est comme ça. Il faut trouver la régularité. Et après, à partir de janvier, c'était très bien de nouveau. Et après, je pense qu'au niveau de l'équipe, on a très bien commencé en gagnant la Supercoupe du Portugal. C'est vrai. Mais voilà, ouais, on est une équipe qui se construit, qui essaie de se reconstruire en tout cas, parce qu'il y a eu 3-4 nouvelles arrivées cette année. Et donc voilà, donc on perd souvent des matchs qu'on ne doit pas perdre à l'extérieur, mais dans les gros matchs, on est toujours présent et on fait souvent de grosses performances dans les gros matchs. Donc ouais, va falloir qu'on apprenne ça pour l'année prochaine à être plus concentré sur les matchs petits, mais il n'y a pas de petits matchs ici parce que vraiment tous les matchs sont compliqués, surtout à l'extérieur. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il faut retenir de cette année. Tu parles en quelle langue avec tes collègues? Tu t'es mis au portugais ou Portugais, franchement, ça a été, je dirais pas super simple, mais vraiment, j'ai pas eu de mal à l'apprendre et je pense qu'au bout de 3 semaines, un mois, je parlais sans problème, quoi. Ouais, tu parles déjà un peu toutes les langues, toi. Okay. Ouais, l'espagnol, l'italien, ça m'a aidé, mais vraiment le portugais. Voilà. Donc... Je vous coupe, comme je vous ai dit, l'interview de ce soir en 2 parties. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite et puis les infos sur l'effectif de la Vendéenne et les nouvelles recrues. À tout de suite. Go. Et nous revoici en direct. Normalement, si toute la technique a fonctionné, on est à nouveau en live sur Facebook avec Lucie Gaucher, présidente de la Vendéenne, Jean-Philippe Brison,
responsable sportif élite de la Vendéenne, et Carlo Di Benedetto du FC Porto. Carlo, on est en train de parler justement du FC Porto, des résultats qui pourraient être mieux, hein, clairement pour le grand FC Porto. Toujours qualifié en Ligue des Champions. Et d'ailleurs qualifié pour la phase suivante. Une petite question par rapport à ça. Aujourd'hui, les clubs français, maintenant que tu vis dans une équipe professionnelle, les équipes, quand on tombe avec une équipe française dans sa poule, bon, je pense qu'il y a 10-15 ans, on se disait bon, c'est un match facile. Il y a quelques années auparavant, c'était un match un peu plus compliqué, mais ça passait. Aujourd'hui, quand on tombe contre un Saint-Omer, un La Vendéenne, un Quai-Vert ou d'autres équipes, comment on aborde ces matchs-là? C'est sûr que maintenant jouer contre une équipe française, c'est devenu tout aussi compliqué que jouer n'importe quel match de Coupe d'Europe. Enfin voilà, maintenant je pense qu'il y a plus vraiment d'équipe en Coupe d'Europe petite, comme on dit. Et je pense que maintenant les mecs, et surtout par rapport aux derniers résultats qui ont été faits par les clubs français en Coupe d'Europe, ça montre bien que le niveau a augmenté en France et que les équipes maintenant se préparent vraiment comme si c'était un match contre un Barça, contre un Benfica. Voilà, ils prennent vraiment les choses au sérieux. Et moi, j'en ai eu l'expérience ici parce que voilà, Mérignac, il y a quelques années, était venu faire match nul à Porto. Et ça les a marqués ici. Et à chaque fois qu'ici on commence une année de Ligue des Champions, cette année qu'on a commencé, voilà, il manque pas de le rappeler pour que tout le monde se rappelle bien de ce genre d'événement pour prendre ces matchs-là au sérieux, parce que maintenant les équipes françaises sont à prendre au sérieux. Bon. On va reparler un peu du bilan de la Vendéenne avant de parler de l'effectif. Juste une petite question, Carlo. Comme tu le sais, la Vendéenne est qualifiée en Ligue des Champions l'année prochaine. Fais attention. Tomber contre la Vendéenne l'année prochaine, ça serait plutôt une bonne idée. Ça serait, tu vivrais comment ce match? Alors, tu es déjà venu à La Roche en Ligue des Champions avec Liceo. C'était l'année suivante, si je ne dis pas de bêtises, que tu es parti. Voilà. Sache que si on tombe contre Porto, on a plutôt l'intention de gagner, nous. Hein. Non, mais c'est pas un souci. Hein. Déjà la première fois qu'on était venu, je pense que c'était déjà l'idée. Mais moi, je serais content de jouer contre La Roche, de revenir à la Vendéenne, de revenir dans la salle jouer. Et je pense que. Mais par contre, tu sais que tu sais que t'as quand même une chance de perdre. Faut quand même le savoir. Tu penses? Je sais pas, on verra. Ah ben moi, j'espère juste qu'il y aura le match, comme ça on verra. Ouais. Parce que toi, toi qui as joué au club, tu sais qu'on n'a pas l'habitude on n'aime pas trop perdre, donc t'inquiète. Bon. Mais toi qui me connais, tu sais très bien que j'aime pas perdre. Un petit bilan, Lucie, là, sur cette saison si particulière. Le championnat a été arrêté, décision donc de figer, geler le championnat. On avait abordé ce sujet-là au live précédent avec Erwan et Eduard. Cette deuxième place récompense quand même le travail des joueurs, mais aussi de tout un club. Oui, c'est évident que les joueurs, ils sont forcément pour beaucoup dans le résultat. Les bénévoles n'étaient pas sur le terrain, mais oui, c'est le travail de tous les bénévoles, de tous les acteurs qui viennent et aussi des partenaires qui nous accompagnent. C'est une vraie récompense de voir que l'équipe se donne sur le terrain vraiment et progresse et atteint un si haut niveau. C'est clair que c'est très très bon comme sensation. Maintenant, on est tous un peu frustrés. Et ça, vous en avez déjà pas mal parlé lundi, d'être pas allé au bout, quoi. Mais on prend ce qu'on a aujourd'hui et puis on réfléchit à demain maintenant. Mais oui, c'est un résultat positif pour tous. Bon. On va commencer à parler de l'effectif pour la saison prochaine. Avant de parler recrues, on va d'abord parler des joueurs qui restent. On a annoncé quand même plusieurs départs. On a expliqué la semaine dernière, on ne va pas y revenir, sauf si vous voulez y apporter quelque chose de complémentaire, mais de ces différents départs, leurs choix, etc. L'effectif qui reste, du coup, on va parler d'abord de nos Français.
Jean-Philippe, sont confirmés donc à la Vendéenne. Erwan, Tom, et puis Charles. Oui. Ah. Ouais. Est-ce que notre présidente le confirme? La présidente confirme. La présidente confirme. Allez, tu peux enchaîner bien sur Charles, Erwan et Tom. Je dis un petit mot sur chaque joueur, mais on a notamment Erwan, notre capitaine, qui finit meilleur buteur de cette saison, un peu tronqué, mais quand même meilleur buteur. Un petit mot sur sa progression et ce qu'il implique son implication dans l'équipe. Erwan, effectivement, c'est le capitaine de l'équipe, donc une pièce maîtresse aujourd'hui. Il va entamer sa 6e saison. Il a été complètement replacé en termes de jeu. Donc effectivement, il est bien en place. Puis je pense qu'il va rester encore quelques années à La Roche parce que, point de vue personnel, il s'y sent bien aussi. Donc c'était aussi important de le garder. Je pense alors peut-être qu'on en a aussi parlé avec Carlo. Je pense que Erwan était aussi aux portes de l'équipe de France. C'était aussi un de ses objectifs. Bon, voilà. Après, avec le nouveau staff aussi, l'arrivée de Lucas, Julien, Gaëtan, ça lui a fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'était aussi pour nous important de garder Erwan. Je sais qu'il avait d'autres contacts, notamment des contacts en Espagne. Donc il aurait très bien pu partir comme d'autres joueurs l'ont fait, rester au club. Pour nous aujourd'hui, c'était important de le garder, tout comme Charles qui a dû nous quitter quelque temps cette saison parce qu'il a fait ses études, mais c'est un enfant du club, c'est un enfant du centre de formation, et puis c'était aussi important de le voir aussi dans le groupe. Voilà, Tom, c'est sa première saison. Tom, c'est différent parce qu'il a eu aussi un temps d'adaptation par rapport à la vie qu'il avait avant, par rapport au club aussi, son club formateur qui était du Villejuif, parce que quand il était tenté son expérience à Saint-Omer, il était revenu à l'intersaison à Villejuif. Donc Tom s'est très très bien intégré à la ville, puis surtout au club, à l'équipe. Il fait une saison canon parce qu'il a commencé tranquillement, mais il a fini puissance à fond. Donc voilà, ça fait partie de l'ossature de l'équipe qu'on voulait garder. Je vous cache pas que c'est pareil. Un joueur comme Tom aurait très bien pu partir en fin de saison. Après, il faut reconnaître que il faut reconnaître que il faut reconnaître aussi, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, tout le travail du staff, de Lucie, la présidente, où c'est aussi important d'avoir de l'échange avec les joueurs aussi, et puis on essaye de les chouchouter pour les voir encore sous le maillot du club la saison prochaine. Donc c'est chose faite et c'est très bien. Carlo, tu gardes, j'imagine, toujours contact avec tes anciens coéquipiers, et puis notamment avec Erwan, qui est un vrai ami dans la vie. Tu as le temps de t'intéresser au championnat français, de voir un petit peu les pertes de chacun. Et puis, potentiellement, c'était un joueur qui pouvait aussi aller en équipe de France cette année, te rejoindre, toi, capitaine de l'équipe de France. Ouais. Bien sûr qu'on garde contact parce que on est de très bons amis. En plus, on a un groupe avec pas mal de joueurs français, certains sont en France, certains sont à l'étranger. On a un groupe et du coup, on prend très souvent des nouvelles de chacun. Donc forcément, on suit le championnat. Et bien sûr que Erwan, j'ai vu dernièrement cette année, mais c'était aussi l'an dernier qu'il a fait une très grosse saison. Et je pense que il continue de progresser. Et comme tu as dit, je pense qu'il est vraiment là plus très loin du tout de l'équipe de France. Il fait de très grosses saisons dernièrement. Et moi qui ai joué, je crois qu'on a joué qu'une seule saison ensemble à La Roche, mais on en garde de très bons souvenirs. Je pense que je suis très content déjà pour lui parce que c'est un gros bosseur et que il va vraiment chercher ces objectifs-là. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il progresse si bien. On garde la parenthèse sur l'équipe de France. Là, je suis en train de repasser des vidéos, et quelques souvenirs, je pense, qui t'ont marqué du mondial en 2015 à La Roche-sur-Yon. Ça reste. Comment tu arrives à gérer en fait
ce travail avec le FC Porto et l'équipe de France à côté. Alors, vous étiez en train de vous préparer, tu dois préparer une compétition et et rester au top sur ce championnat portugais, puis la Ligue des Champions, mais dans un coin de tête, il y avait l'Euro. Alors malheureusement, vu l'actualité qui est reportée, l'équipe de France est aussi un objectif. Comment tu gères tout ça? Déjà, vu qu'on parle de l'Euro, enfin du mondial en 2015, c'était vraiment une compétition à part. C'était vraiment incroyable cette ambiance qu'il y avait cette semaine-là pendant le mondial et on avait hâte de retrouver le vent d'espace parce que certains étaient nombreux même à être dans la salle en train de supporter l'équipe de France et nombreux étaient en tout cas dans la pré-liste, enfin dans la liste qui devait sûrement tomber. Donc voilà, je pense qu'on avait tous très hâte d'être cet été pour l'Euro. Mais comment on fait pour concilier les deux? Je pense que le travail à Porto, c'est ce qui nous obsessionne le plus parce que c'est notre quotidien, on est obligé d'y donner la priorité. Et c'est en faisant un bon travail ici, en se donnant à fond ici, qu'au final on fera un bon Euro ensuite l'été. Donc vraiment, je pense que l'Euro, on l'a dans un coin de la tête, mais on n'y pense pas trop jusqu'à arriver à la fin du championnat parce que c'est vraiment la priorité, c'est le club pendant la saison. Mais on sait que si on travaille bien, si on travaille fort, ça va nous aider à progresser et à emmener l'équipe de France loin. Ok, on poursuit sur l'effectif de la Vendéenne pour la saison prochaine et donc nous ont confirmé aussi leur présence pour la rentrée, nos deux Portugais, Duarte et Marcos. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, Lucie. Bon, j'imagine que tu as écouté l'interview de la semaine dernière, de lundi avec Erwan. J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'ils sont là, en fait. Tu as ce ressenti-là aussi. Comme intégration, est-ce qu'on peut faire mieux? Je ne sais pas. On va pas remettre tous les éloges, mais c'est vraiment des garçons très gentils, à l'extérieur, impliqués, professionnels, et puis sur le terrain, ils donnent tout jusqu'au bout, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis, on avait, comme le dit Jean-Philippe tout à l'heure, l'idée des joueurs qui viennent, c'est plutôt d'avoir un projet de vie. Donc là, pour les cas de Duarte et Marcos, on est complètement dedans. Ils avaient un projet sportif, mais aussi un projet humain de trouver un endroit où se poser, en fait. Donc, et effectivement, quand on est dans des conditions comme ça et pour arriver dans un club, l'intégration se passe super bien parce que ils se projettent et puis comme l'accueil, je pense, leur a bien convenu, c'est donnant-donnant comme relation, mais humainement, effectivement, ils se sentent bien chez nous. Donc ça va faire la 3e saison qui vont démarrer là bientôt. Donc on est très content parce que pour nous c'est du recrutement réussi en fait. Non, super. Et puis on n'oublie pas que sportivement, ils apportent beaucoup à l'équipe aussi, évidemment. Ouais, bien sûr, des joueurs avec un énorme talent et puis une rage de vaincre comme on aime à la Vendéenne. 2 autres confirmations, Jean-Phi, nos Argentins, donc notre gardien Roberto, et puis Fakou aussi qui reste avec nous. Fakou qui, moi je trouve, s'est révélé cette saison et a vraiment explosé. Un joueur où on attendait, ça reste mon avis, mais un petit peu plus quand il est arrivé. Finalement, après 2 saisons passées à La Roche-sur-Yon, je trouve notamment sur le match de Kiever cette année, qui s'est vraiment révélé, a changé son style de jeu aussi. Et donc je pense que c'est un joueur, on est content de le garder aussi, Jean-Philippe. Ouais, déjà Roberto, gardien, voilà, il a la maturité, 29 ans, il connaissait déjà le championnat avant, étant passé par Coutra, donc dans l'idée de Roberto, déjà les gardiens, c'était important de le garder. On savait que Lilian nous avait annoncé son départ pour un retour du côté de Lyon en famille. Aujourd'hui, on en reviendra. On va en parler tout à l'heure, mais c'est très compliqué de recruter des gardiens aujourd'hui, de former des gardiens aujourd'hui. Donc voilà, Roberto, c'est une priorité. Il s'est un petit peu blessé cette année. On espère que ça ira cette saison. Il a fait de très très belles parties. C'était un bon duo avec Lilian. Donc c'est très bien qu'il reste. Il y a aussi un projet de vie
ici en France pour Roberto. Il vient d'avoir un deuxième petit bébé, donc c'est super. Facundo, ouais. Alors j'ai envie de vous dire aussi que il est arrivé d'Argentine il y a 2 saisons. C'est pas si simple que ça de s'intégrer comme ça. Effectivement, deuxième saison, il fait une très bonne saison. Je pense que il découvre aussi une deuxième famille, la famille de la Vendéenne, qui est pour nous est très importante, comme l'a dit tout à l'heure Lucie. Il y a le projet sportif, mais il y a le projet de vie aussi. Donc voilà, Fakou aurait pu partir aussi en fin de saison. Il a été appelé par des clubs. Je pense qu'il avait aussi le projet de continuer avec nous, de voir ce que c'était aussi une ligue des champions à la Vendéenne, et ça c'est plutôt intéressant parce que je m'écarte un petit peu du recrutement, mais il y a la Ligue des Champions l'année prochaine, et pour juste revenir sur ce qu'a fait l'équipe, même si effectivement on n'a pas fait un sans faute parce qu'on aurait été champion, mais 13 victoires sur 15 en étant la deuxième meilleure attaque et la deuxième meilleure défense du championnat, c'est quand même pas neutre. Donc on a fait aussi une très grosse saison. C'est grâce aux joueurs, mais aussi grâce au staff. Et je voulais aussi le rappeler parce que Lucas, Julien et Gaëtan, ils sont pour beaucoup. Et quand Lucas l'année dernière, quand on a réfléchi à chercher un entraîneur, on était forcément très très heureux qu'il soit aussi motivé pour reprendre, parce que d'être un très bon entraîneur, faut aussi être un très bon manager, et il sait emmener tous ses joueurs au combat, à la gagne. Et je pense que si on est deuxième aussi, et je vois Carlo dire ouais, mais bon voilà, Lucas est un des hommes forts du hockey français. Il connaît très très bien le hockey. Donc voilà, les joueurs sur le terrain, mais il y a aussi tout un staff autour qui fait un excellent job, et c'est aussi important de les avoir l'année prochaine. Donc oui, c'est sûr que Roby et Fakou qui restent aussi avec nous, c'était important parce que ça reste dans la stature de l'équipe. Je vois le temps qui avance, il nous reste 25 minutes pour parler de tous ces sujets. Puis l'audience qui est là, c'est vraiment une super. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Donc, 7 joueurs qui restent, qui ont confirmé leur renouvellement avec la Vendéenne. Le staff qui reste identique, Gaëtan, Julien et Lucas. Carlo, une petite question. Le FC Porto sera aussi en phase de recrutement. Il y a des joueurs qui vont partir. Enfin, c'est la vie d'une équipe et chaque année, ça se passe comme ça. Quand on arrive dans le grand FC Porto, on veut absolument prendre sa place. Je pense que c'est ce que tu as voulu faire aussi, puis démontrer. Est-ce que c'est une concurrence saine? Comment ça se passe dans un grand club comme ça? On se mâche sur les pieds? Non, on est plutôt solidaire? C'est un peu chacun pour soi? Non, c'est vraiment, je pense, comme dans chaque équipe. Au final, on est là pour être tous bons ensemble. Et si on est là pour jouer tout seul, je pense qu'au final, personne va réussir à être bon. Donc non, vraiment, il n'y a pas cette ambiance de concurrence de j'ai envie de. Enfin, si je peux te mettre un bâton dans les roues pour être moi meilleur ou être titulaire. Non, je pense qu'il y a pas cette ambiance-là. Après, forcément, il y a les égos, il y a tout. Enfin, quand on est dans ces clubs-là, c'est que on est des gros compétiteurs, des gros travailleurs, et donc on a tous envie d'être le meilleur, on a tous envie de se montrer un peu. Après, il y en a qui préfèrent être en avant et d'autres non, mais je pense qu'au final, c'est un peu comme dans tous les clubs. Il faut faire marcher l'équipe, et pour ça, on ne peut pas marcher tout seul, faut faire ça en équipe. Donc voilà. Ok. On passe au recrutement, aux joueurs qui viennent intégrer l'effectif pour la prochaine saison. Et on commence par plutôt une intégration en fait d'un jeune du club qui va faire partie de l'effectif, Antoine Thébault, le frère de Charles. L'école de formation de la Vendéenne et le travail que font nos éducateurs, Lucie, sont là, payent. On sait que ça prend du temps pour sortir un joueur, 2 joueurs. Des fois, on a des saisons où malheureusement, avec les études, etc., on n'y arrive pas. C'est un succès, ça aussi, d'arriver à sortir des joueurs issus de la formation? Oui, évidemment, Nicolas,
un succès, c'est même une fierté quand on y arrive, hein, parce que en fait, je pense qu'on se rend pas forcément compte de la marge qu'il y a entre les U20 et les seniors, et on se rend pas compte non plus du travail qui reste à faire quand on intègre un groupe N1. Donc, intégrer un groupe N1, déjà, c'est une chance, à mon sens. C'est pour le club très satisfaisant et vraiment ça récompense le travail des entraîneurs. Mais ça reste encore un long chemin pour les jeunes qui intègrent le groupe N1. Et je pense que les jeunes qu'on a, donc Antoine, Charles, le savent. C'est-à-dire que on est un club formateur. Certes, on veut vraiment emmener nos jeunes vers le haut niveau et avec du temps de jeu et puis qu'ils puissent s'épanouir en match. Mais les deux savent, comme les jeunes qui sont aussi passés par la N1, que ça prend du temps, qu'il faut se battre à l'entraînement, qu'il faut beaucoup travailler et que c'est pas parce qu'on est en groupe N1 qu'on joue tout de suite 30 minutes par match. Et ça, je pense que Carlo, justement, tu peux peut-être apporter un petit peu de crédit à ça. Je pense que la Vendéenne n'a jamais mis de côté ces jeunes. Quand la place est gagnée pour les jeunes, au contraire, on leur fait confiance. Ouais, ça là-dessus, la Vendéenne, je pense que il y a beaucoup de jeunes qui sont passés et surtout, moi, de ce que je vois dans les dernières années, nous on était là, on est arrivé très jeunes. Nathan, Erwan aussi quand il est arrivé était jeune. Voilà, ça fait beaucoup de jeunes qui sont passés par la Vendéenne et qui ont réussi à s'imposer. Après, forcément, c'est comme dit Lucie, c'est beaucoup de travail, il faut travailler et il faut surtout avoir cette mentalité de c'est pas parce que je suis dans l'équipe que l'objectif, c'est pas d'être dans l'équipe, c'est pas d'être. Il faut vraiment avoir l'envie de progresser, de petit à petit avoir des minutes de jeu. Et pour ça, voilà, il faut travailler. Un petit mot, Lucie, parce que je trouve que c'est important sur. Alors, on a nos éducateurs évidemment, mais on a aussi des bénévoles et des personnes qui organisent. Je pense à Cédric Caillol, à Baptiste Lucas aussi, ancien joueur de la Vendéenne, qui sont très investis. Tu peux nous. Alors synthétiquement, parce qu'on pourrait en parler très longtemps, mais qu'est-ce qu'ils mettent en place? Quel a été leur orga? Qu'est-ce qui fait que cette école de la Vendéenne fonctionne? Alors, je pense qu'il serait forcément bien mieux placé que moi pour en parler. Et effectivement, je pense qu'on peut faire un live exclusivement formation. Mais Baptiste et Cédric travaillent de très très près avec les entraîneurs sur le contenu. Donc, de toute catégorie, en fait. On a au club un manuel avec tous les contenus et toutes les pratiques à développer, toutes les techniques aussi à développer pour, en fonction de chaque catégorie, chaque âge d'enfant. Et à partir de là, on s'appuie aussi sur nos amis espagnols, italiens, portugais, avec qui on est en contact, parce qu'on travaille sur des projets européens aussi, sur la partie formation et développement du ring hockey. Donc, on est vraiment en étroite relation avec les sachants étrangers et français. Et on est en étroite relation avec nos entraîneurs. Donc, Cédric et Bat sont les garde-fous un petit peu du contenu et permettent comme ça aux entraîneurs alors des entraîneurs qui maîtrisent quand même leur sujet. Je rappelle que Duarte est prof de sport de formation. Donc, ils maîtrisent leur sujet, mais tous ensemble, ils essayent d'aller vers une formation de qualité. Et d'ailleurs, je le glisse au passage, mais on a quand même des résultats et des performances très satisfaisantes dans nos catégories jeunes. Donc, ça montre que le travail paye et on continue dans ce sens-là. Et d'ailleurs, je les félicite pour leur boulot parce que c'est beaucoup de travail. On passe à une nouvelle recrue, cette fois-ci extérieure, et qui vient renforcer la Vendéenne l'année prochaine. Il arrive donc du coup du club voisin, du Poiret-sur-Vie, Ruben Ferrer. Jeune joueur, alors je ne vais pas dire espagnol, mais catalan, si je ne dis pas de bêtises, parce que vraiment, je ne vais pas me faire un copain. Jean-Phi, un jeune qu'on a repéré donc du coup au Poiret, et issu de l'école de formation du Barça, c'est bien ça? Ouais, effectivement. Ouais. C'est un joueur qui a 22 ans, qui a fait une bonne saison. Sur 15 matchs, il met 9 buts en championnat. Et puis, sur 3 matchs de Coupe de France, il met 4 buts. Ouais, il a fait 7 saisons dans les équipes jeunes à Barcelone.
Voilà, c'est de l'échange qu'on a eu. J'ai envie de dire tous les 5 avec le staff, Lucie, Baptiste et moi-même. Et puis il s'est avéré qu'on a pensé à ce joueur-là aussi parce que derrière il entraîne aussi un petit peu les jeunes. Il entraîne les U15 pays de la Loire et puis il entraînait aussi à l'Aiguillon cette année. Donc bon, sportivement au niveau de la N1, c'est une découverte pour le championnat français. C'est un très bon joueur qui a fait une très bonne saison et puis on pense que c'est un joueur qui correspond bien au club de la Vendéenne. Il a fait une très bonne saison et on le sait qu'il a fait une bonne saison parce que encore une fois il y avait d'autres clubs qui étaient aussi sur ce joueur-là. Pour l'avoir eu hier et encore aujourd'hui, il est très très heureux d'intégrer la Vendéenne, de venir aussi pour relever des défis qu'on connaît, hein, parce que cette année on a fini vice-champion de France. Je vous cache pas que l'année prochaine ce serait bien de finir encore mieux, c'est-à-dire essayer d'aller chercher le titre et puis faire un beau parcours de Coupe d'Europe. Donc c'est bien, c'est un jeune qui a de l'expérience et qui va nous faire du bien dans notre équipe la saison prochaine. Très bien. Avec le départ de Lilian, il nous fallait trouver un gardien. On s'est à nouveau tourné du côté de l'Espagne avec un jeune gardien actuellement à Liceo, Daniel Menendez. Peut-être que Carlo, tu l'avais croisé. Je connais un peu Carlo, je crois. J'habitais avec lui. Okay. Ouais, non, mais Carlo le connaît et puis on a pu se renseigner aussi un petit peu avec Roberto et Bruno. Ouais. Voilà, c'est un jeune gardien qui a 22 ans aussi, hein, donc qui connaît bien Laurent Coquet, qui s'est entraîné de nombreuses années avec la Hockey Liga, comme il était dans le groupe et il jouait souvent les week-ends gardien titulaire en deuxième division dans l'équipe B de Liceo. C'est un gaucher. C'est plutôt aussi intéressant parce qu'il est aussi dans un projet qui nous convient bien. Maintenant, je vais pas revenir dessus, puis on n'a pas trop le temps non plus, mais c'est pas facile de trouver des gardiens aujourd'hui. Bien évidemment, on aurait bien voulu que Lilian reste. Voilà, maintenant, chercher des gardiens français, c'est très très compliqué. Bon, on est très content qu'il soit là parce on était en contact avec lui depuis quelques temps maintenant. Et puis là, je félicite notre présidente Lucie qui était en contact avec lui et ça l'a fait. C'est tout frais. C'est tout frais parce que c'est on va dire, si je me trompe pas, Lucie, c'est officiel depuis hier, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Depuis hier, 14h. Donc voilà, donc on est très content d'avoir encore une fois une bonne paire de gardiens avec un beau duo parce que on sait aujourd'hui qu'un match de hockey, les gardiens peuvent facilement nous les faire gagner. Donc c'est bien avec un gardien qui a un peu plus d'expérience, Roberto, puis un jeune qui va découvrir le championnat français. Je pense qu'il peut faire parler de lui, donc c'est très sympa. Bon, il nous reste 10 minutes. On va voir comment on va s'organiser. Ça va risque d'être un petit peu court pour traiter tous les sujets. On va peut-être relancer une troisième partie. On va s'organiser pour ça. Surtout qu'il y a une petite surprise pour Carlo à la fin, je crois. Pour Carlo, ouais. On parle de notre dernière recrue pour la saison prochaine. Et une recrue française, une vraie bonne nouvelle, je pense, pour la Vendéenne. Enfin, Lucie, tu vas me le confirmer. Le retour chez les Rouges et Noirs de Nathan Gefflot. Ça, c'est une super surprise, une très bonne nouvelle, Lucie. Et c'est une excellente nouvelle. Une excellente nouvelle. J'étais vraiment ravie d'avoir sa réponse positive en début de semaine. Je suis très, très contente que Nathan nous fasse confiance et revienne jouer à la Vendéenne. C'est un joueur qu'on suit et qui est avec nous depuis très longtemps. Son départ l'année dernière nous avait fait vraiment de la peine. Donc, on est très, très content de le voir revenir avec probablement une forte progression, un nouveau Nathan qui a appris des choses cette année.
Mais oui, c'est une vraie satisfaction et je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Beaucoup de gens de la Vendéenne, à la fois internes au club et je pense aussi au public, les partenaires vont être contents de le retrouver. Bon, Carlo, j'imagine que tu étais un petit peu dans la confidence, parce que ça doit un petit peu il sait tout, Carlo. etc., Insta et compagnie. Il a ramené quoi dans ses valises à la Vendéenne après un an passé en Hockey Liga, notre Nathan, d'après toi? Déjà, l'expérience, une expérience nouvelle. Il aura appris forcément des nouvelles choses, des nouveaux types d'entraînement que en France peut-être on fait pas, ou peut-être des idées d'entraîneur, des idées de jeu, des idées qu'il a pu partager avec les joueurs. Donc, je pense que c'est peut-être pas un nouveau Nathan, mais un Nathan qui aura sûrement progressé, qui aura pris, je pense, en maturité, parce que au final, il a vécu une année sans sa famille. Et voilà, donc on sait que, enfin, j'en ai aussi l'expérience, que ça, c'est totalement différent. Et je pense que, ouais, c'est un Nathan qui aura changé, peut-être un peu dans la manière d'être, mais en tout cas, c'est sûr qu'il aura progressé et je pense que c'est une très, très bonne recrue pour la Vendée. Cette dernière recrue complète l'effectif pour la saison prochaine. Ouais. Le mercato, Jean-Philippe, est terminé pour la Vendéenne. On part sur 9 joueurs, 2 champs, 2 gardiens, et prêt, ouais, effectivement. Et prêt à repartir le plus tôt possible pour cette nouvelle saison. Ouais, alors souvent, il y a des groupes qui peuvent être 10 joueurs, hein, deux gardiens, 10 joueurs plus de gardiens. Aujourd'hui, on a fait le choix d'être 9 joueurs aussi parce que je vous rappelle, on le sait tous, qu'on est on est en confinement et cette crise sanitaire fait que faut faire aussi attention au budget du club. Hein, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, on a pris une décision. Le club a pris la décision de partir sur ces 9 joueurs avec donc un joueur formé au club qui est Antoine qui rentre dedans. Bon, à savoir qu'on savait que Lilian allait partir. Joao, c'était aussi acté avec le club. Après, il faut savoir que le départ de Nicolas Joguet et Stan Vakuumelbeek était pas spécialement prévu, parce qu'au début, on avait prévu qu'il reste dans le groupe. Donc, il a aussi fallu qu'on échange assez rapidement et puis qu'on puisse trouver de nouveaux joueurs. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à l'équipe de cette année et pour l'année prochaine, je pense que c'est une équipe qui va avoir un peu plus d'expérience aussi. Notamment avec Ruben. Nathan, voilà, on ne cache pas que Nathan, c'était pas prévu non plus. Hein. On pensait qu'il aurait pu rester en Espagne ou partir dans un autre club étranger. C'est très bien qu'il revienne au club, déjà parce que c'est un international français. Et puis quand on passe une saison au Hockey Liga, forcément on prend de l'expérience. Comme l'a dit Carlo, il va aussi apporter beaucoup de choses à toute l'équipe. Donc on a vraiment une équipe extrêmement complète sportivement pour atteindre des objectifs assez hauts la saison prochaine. Donc je pense que ça va être très sympa à voir jouer cette équipe avec ce même staff. On arrive quasiment à nouveau d'un point de vue technique. Je vous propose de faire tout de suite une pause et on se retrouve dans quelques minutes à peine, comme tout à l'heure, pour la dernière partie. On parle des objectifs de la Vendéenne, de la vision de Carlo sur ses projets de Porto à venir. Et puis une petite surprise pour Carlo qui pourrait lui porter quelques soucis derrière. À tout de suite.
Et c'est reparti. Hop, normalement, si la technique suit, on est à nouveau en direct. Et donc, on est en train de parler justement de la clôture de notre effectif. Donc, vous avez l'effectif pour la saison 2020-2021 désormais. Lucie, alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais on peut prétendre à quels objectifs avec une équipe comme celle-ci pour la Vendéenne l'année prochaine? Et puis plus globalement, c'est quoi tes objectifs pour le club? D'accord. Alors, pour l'équipe élite, en fait, l'équipe, comme on l'a tous vu, elle est probablement compétitive pour l'année prochaine, au moins autant que cette année. Donc, l'idée, c'est de faire au moins aussi bien que cette année. Donc, Guido l'a dit, enfin, Jean-Philippe l'a dit tout à l'heure en filigrane, hein, si on peut attraper le titre de champion, on ira. Après, au niveau Coupe de France, alors on va en jouer une tout de suite, là, au mois de septembre, donc Final Four de la Coupe de France 2019-2020. Donc, on est déjà au Final Four, on va essayer d'aller en finale et d'attraper la coupe. Et puis, Coupe de France 2020-2021, je pense que l'objectif, ça va être d'atteindre le Final Four. Et enfin, l'Euroleague, la Ligue des Champions, 6 matchs à jouer. L'idée, c'est de faire bonne figure. L'idée, c'est de faire bonne figure et surtout à domicile. Donc, d'essayer d'accrocher les équipes qu'on va recevoir et puis et de battre Porto. Chez elles. Et de battre Porto, alors ça, c'est un incontournable. Je pense que si on peut le faire, on le fera. Et Liceo. Si on tombe Liceo, ce serait le tirage. Non, mais Carlo, tu sais très bien que le Liceo, on n'en parle même pas. C'est bien évidemment. Vous allez les battre, ça je sais. Non, mais comme dit Lucie, c'est sur ces matchs de Ligue des Champions, la Vendéenne aime la Ligue des Champions. Ça attire toujours du monde. Et c'est vrai qu'on parlait de l'équipe senior, mais c'est tout le club derrière parce que ça fait des belles soirées de partenaires. C'est plus d'une cinquantaine de bénévoles qui font le job derrière sous la houlette, si je me trompe pas, d'Alizé qui gère ça hyper bien. Donc c'est bien aussi pour nous parce que une Ligue des Champions, c'est pas que du beau match, c'est que derrière ça peut attirer de nouveaux partenaires. Et puis, pour faire des belles soirées, voilà, il y a toute une organisation. Je pense notamment, et Lucie les connaît bien, à nos Vipètes qui sont en soirée, qui font des super choses. Donc c'est bien aussi parce que ça nous fait 3 gros matchs de Coupe d'Europe. Et puis, pour la ville, je sais qu'il y a le basket féminin aussi qui est en Coupe d'Europe. Donc, c'est bien parce que ça ramène vraiment du beau sport pour la ville. Et puis, pour nous, le club, ça va ramener des 3 belles soirées qui vont être énormes, quoi. Donc, on va essayer de faire de mettre en place vraiment des super choses pour que ce soit une belle fête du sport et puis faire connaître encore plus le sport et puis le club, quoi. Ouais. C'est ça. Et toi, ça, Carlo, c'est les objectifs. Pardon. Non, j'allais dire les objectifs élites. Après, on peut parler des jeunes ou pas. Je ne sais pas si tu l'as. Vas-y. Prévu. Juste rapidement, hein, pour les jeunes, l'idée, c'est d'avoir au minimum le même palmarès qu'en 2018-2019, c'est-à-dire au moins 3 de nos équipes honneurs sur le podium à la fin de l'année prochaine. Pas mal, évidemment, essayer d'avoir un gros contingent d'enfants sélectionnés en région, parce que les régions, pour les enfants, c'est un accès aux finales de région, c'est un accès à la détection, c'est un accès aussi aux sélections, aux présélections équipe de France jeunes. Donc voilà, continuer sur la formation. Donc ça, c'est la partie ring. Et très, très rapidement, parce que n'oublions pas qu'on a quand même une section artistique. Donc, on n'a pas encore tout à fait calé les objectifs, mais sauf erreur de ma part, on devrait peut-être avoir un groupe pour faire un petit peu de compétition. Et puis, le derby qui probablement va s'inscrire sous l'égide de la Vendéenne avec les passeuses dames en championnat N2 l'année prochaine. Parfait, ça. Pas mal d'objectifs et puis pas mal de boulot pour tout le monde en prévision pour cette nouvelle saison. Carlo, les objectifs, alors il est peut-être un petit peu tôt parce que la saison n'est pas encore terminée. Bon, déjà le premier objectif, ça sera de battre la Vendéenne en Ligue des Champions. Ça, c'est ça. Tu passeras l'info à tes coéquipiers là qu'on vous attend. J'espère vraiment qu'on pourra avoir ce tirage-là. Mais comment tu te projettes d'un point de vue équipe et puis d'un point de vue perso avec le FC Porto et puis sur ton avenir d'une façon plus globale?
Avec Porto, l'objectif c'est toujours le même, c'est de tout gagner, c'est de gagner le maximum possible, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que je suis, parce que moi c'est un peu une mentalité que j'ai toujours eue. J'aime gagner et je veux tout gagner. Et je pense que ici c'est la mentalité qui est la mentalité du club et la mentalité de chaque joueur. Donc voilà, donc l'objectif c'est vraiment de gagner. Toutes les compétitions auxquelles on participe, l'objectif c'est de gagner le titre. Donc voilà. Et après, niveau personnel, forcément, on pense à l'équipe de France. L'équipe de France. Alors là, l'année prochaine, je pense que ça devait être cette année. Je pense que ce sera l'année prochaine. L'Euro en France, chez nous à domicile. On aura gagné un an de plus d'expérience, un an de plus. On aura grandi pendant un an de plus dans nos clubs respectifs. Donc je pense que j'espère que ce sera la bonne année. Certains parlent de médailles. Bien sûr, on espère une médaille, mais nous, on rêve secrètement de plus. Mais bon, on va pas le dire trop fort. Nous, on rêve de plus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, clairement, on n'a jamais eu et avec tout le respect que je dois aux anciennes générations, mais je pense qu'on n'a jamais eu une équipe de France aussi forte, avec des joueurs qui ont pris de l'expérience à l'étranger. C'est utopique, c'est un rêve inatteignable de viser, allez, on va le dire, un titre européen, un podium, et pourquoi pas une place mondiale d'ici quelques années ou demain. Je pense que le premier pas, c'est vraiment de s'installer régulièrement sur les podiums, parce qu'on ne peut pas être une année sur un podium et l'année d'après ne même pas être en demi-finale, que ce soit mondiaux européens. Donc vraiment, là, je pense que le premier pas, c'est d'être régulièrement dans les demi-finales. Mais je pense sincèrement que on a l'équipe, on a une génération qui est capable d'aller chercher un titre. Je sais pas si ce sera l'année prochaine, mais moi, ça fait quelques années que j'en parle en Espagne, et quand j'étais à l'ICO, j'ai dit d'ici les 7 prochaines années, on gagnera un titre avec l'équipe de France, et on m'a rigolé au nez, et c'est normal, bien sûr. Mais je pense que maintenant, elle rigole plus trop, quoi. Non, mais je pense que c'est ce qui fait. C'est un truc qu'on a un peu tous dans cette génération, c'est que on n'est pas irrespectueux, mais on respecte. On n'est pas dans le respect de trop envers les adversaires. Pour nous, c'est des joueurs comme les autres, et je pense que on a tous cette mentalité-là, que ce soit ceux qui sont à l'étranger ou ceux qui sont en France. Ouais. Et je pense que c'est ce qui peut faire la différence. Ouais, surtout que toi, dans ton équipe, tu as des joueurs qui sont en équipe nationale, Giulio Coco pour l'Italie, Gonzalo Alves notamment. Ça se chambre un petit peu, ça lance des paris à l'entraînement. Tiens, je vais te mettre un petit pont. Il y a des petits défis. Bien sûr que non, ça chambre, parce que il y en a qui sont champions du monde, donc dès qu'on commence à parler un peu des sélections, ils remettent ça sur le tapis, mais je pense que avec l'équipe de France, on est capable dans les prochaines années, en tout cas, d'aller titiller le titre. Bon, super. Ça fait un peu plus d'une heure là qu'on est ensemble. On arrive au terme, et je pense qu'on a abordé toutes les thématiques qu'on voulait évoquer avec vous trois. On a un petit jeu pour toi, en fait, Carlo, là sur la fin. Pour finir en beauté, entre guillemets. Je vais te poser des questions. Il y en a 10. Sauf que tu as uniquement le choix de répondre par Roby ou par Bruno. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas répondre autre chose. OK. Il faut que tu sois le plus sincère, le plus honnête possible. J'espère que les jumeaux. J'espère qu'ils regardent, on pourra leur faire voir après. OK. La première question. C'est quel des deux qui est le plus sérieux? Roby. Facile. Ah bon? Le plus drôle? Bruno. Celui qui fait le mieux à manger? Bruno. T'es direct, clair, tout de suite, pas d'hésitation. Tes questions, elles sont faciles, en fait. Pas d'embrouille. Même eux, tu leur poses ces questions-là, ils savent. Ah ouais? Ah, il n'y a pas d'embrouille, alors. C'est ça. Lequel qui a le plus mauvais caractère? Bruno.
celui avec qui il est le plus facile de jouer sur le terrain. Voilà. Là, tu me mets dans la merde. Bah ouais. Oh là, tu me mets dans la merde. Je vais dire Roby parce qu'on est tous les deux des joueurs plus offensifs. Donc, Bon. Il faut que tu argumentes un peu là. Je vais envoyer un message direct à vous pour le dire. Sixième question, elle est pas simple celle-ci. Lequel des deux a le plus de conquêtes à son palmarès? Facile. Elle est facile. Elle est facile. Hein. Ah oui. Bruno? Bien sûr. Putain, Roby, tu déconnes. Hein. Lequel des deux est le plus bordélique? Bruno. Celui qui râle le plus sur le terrain. Bruno. Celui qui appelle toujours sa maman quand il y a un problème, il y a un souci, il y a une chose à raconter, etc. Bruno. Ça, sincèrement, ça fait, ça fait un moment que je suis avec eux et qu'ils ont quitté la maison. Donc ça, franchement, je saurais pas dire, mais je pense Bruno après. Ouais. Ok. Et donc la dernière question avec lequel tu vas avoir des problèmes après ce live? Bruno. Ok. Écoutez, on a fait le tour de toutes les questions et les thématiques. Je vais laisser un petit mot pour chacun là, pour terminer, une petite anecdote, un message à passer. On commence par la présidente. Lucie, un dernier mot? Oui, un dernier mot rapidement. Merci à tous de nous accompagner et puis de nous suivre. C'est très, ça nous donne du baume au cœur, surtout dans cette période. Sachez qu'on prépare la saison prochaine aussi avec beaucoup d'intensité et on pense évidemment à la pérennité du club, puisque la situation économique nous donne un petit peu des sueurs dans le dos. Donc voilà, quelles conséquences ça va avoir. Sachez qu'on est très vigilant sur le sujet et puis qu'on est aussi très près de nos partenaires et notamment de nos collectivités locales. Et la ville de La Roche-sur-Yon là-dessus nous accompagne fortement et ça c'est top, c'est important. Donc prenez bien soin de vous. On vous prépare une reprise dès que possible, dès qu'on en aura le droit, surtout, avec les bonnes conditions sanitaires. Et puis je vous dis à très très vite. Jean-Philippe, un petit mot? Un petit mot, déjà pressé d'être à la saison prochaine. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous confinés, on a tous hâte aussi de se retrouver. Au-delà du sport, ne serait-ce que c'est ça aussi la grande famille du handball et surtout de la Vendéenne, c'est d'être ensemble, de pouvoir passer des bons moments ensemble. Donc, je languis de revoir tout le monde. Bravo à toute cette équipe et au staff pour cette deuxième place, parce qu'on est quand même vice-championne de France. Et puis à tous les bénévoles et à tous les acteurs de la Vendéenne pour cette belle saison. Bravo à Saint-Omer pour son titre. Voilà, Carlo, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, comme tu l'as dit, on espère tous voir une grande équipe de France parce que l'Euro sera aussi au vent d'espace par chez nous. Donc, forcément, préparez-vous bien. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, surtout. Et puis, on se revoit très, très vite parce que je vous rappelle que Final Four, en septembre 2020, il faudra venir encourager la Vendéenne. Merci à vous. Ciao. Carlo, le mot de la fin? Rien. Déjà vous dire merci pour avoir pensé à moi. Ça fait plaisir de rappeler, de se rappeler des années que j'ai passées, qu'on a passées ensemble à la Vendéenne et voilà, c'est toujours un plaisir de revenir à la Vendéenne. J'ai hâte de revenir. J'espère que l'année prochaine. Pour voir peut-être le dernier match de la saison. En tout cas, ça fait toujours plaisir de revoir les gens de la Vendéenne. Et voilà, la petite anecdote, Roby m'a déjà envoyé un message. Apparemment, il n'est pas d'accord, c'est lui qui cuisine mieux. Donc, tu vois. On va peut-être l'inviter à un live aussi, du coup, pour qu'il se défende. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, voilà, dire merci vous remercier et dire aux gens qui prennent soin d'eux, qui restent bien chez eux et aux enfants de continuer à s'entraîner. C'est important de continuer, même en cette période un peu plus compliquée pour tout le monde. Bon, super. Merci à vous trois pour cette interview. Il y a eu différentes questions qui ont été posées au fur et à mesure du live. Difficile d'y répondre à tous. Et puis, on a parlé de beaucoup de contenu.
Comme Erwan la semaine dernière et puis Duarte qui ont répondu, j'invite à Carlo, mais je pense qu'on a déjà vu de pouvoir passer des petites réponses, des petits messages, etc. sur le live. Prochain live, dès la semaine prochaine, vendredi prochain, deux de nos recrues sont avec nous sur Facebook, Ruben Ferrer et puis Nathan Gefflo. Merci déjà à eux d'avoir accepté ce live. Merci à cet audimat, une centaine de personnes, voire plus, pendant tout ce live. C'est vraiment super sympa. N'hésitez pas évidemment à liker la page de la Vendéenne. Et puis écoutez, on vous souhaite une bonne soirée et puis à très vite pour un nouveau live à la Vendéenne. Et merci à toi, Nico. Merci beaucoup, Nico. Ouais, de rien. Ça se fera du côté de la buvette de l'Angelinière. Bonne soirée à tous. Et donc, vendredi prochain, nouveau live avec Nathan et Ruben, les nouvelles recrues de la Vendéenne. Bonne soirée.